Voilà. Donc, en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême, cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits, messagers, guides spirituels, anges gardiens, qui sont à notre disposition pour nous aider dans nos efforts de bonne volonté, d'apprentissage, de réaliser le bien, de réforme morale. Et il suffit pour cela que, de temps à autre, comme nous le faisons en ce moment, nous élevions nos pensées vers eux pour nous mettre en syntonie et ainsi pouvoir capter leur inspiration, pouvoir les capter par la voix de notre conscience. Nous remercions pour cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui, pour parler un peu du thème de la médiumnité, en l'occurrence dans le nouveau module sur les médiums, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et qu'ils puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient nous accompagner ce soir dans nos domiciles respectifs. Ainsi soit-il. Alors, je vais vous remettre le programme. Donc, 14 mars, donc, voyez, on passe au module 4, qui s'appelle des médiums. On a vu le phénomène fluide et père-esprit, le phénomène de l'intercommunication médiumnique. Et là, maintenant, il va y avoir 3 guides d'études, vous voyez, sur les médiums. Donc, classement et caractéristiques des médiums, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Médiumnité chez les enfants, donc ça, c'est un thème aussi qui est d'actualité. Les enfants sont souvent spontanément montrent des facultés médiumniques, donc il faut savoir est-ce que c'est normal ou pas, est-ce qu'il faut laisser faire ou pas. Bon, il y a d'ailleurs eu une conférence il n'y a pas longtemps sur le sujet par Morissette, et qui est sur la page YouTube de Regard Spirit du LMSF et Alan Kardec de la Fédération Spirit française. Et ensuite, on verra le troisième, l'influence morale du médium et du milieu dans les communications médiumniques. Voilà. Donc, classement et caractéristiques des médiums. Vous voyez tous mon écran? Voilà, Géraud. Je pense que c'est bon, sinon je vous fais confiance pour me signaler si ça ne va pas. Alors, donc on va voir comment Kardec a classé les médiums, parce qu'il y a pratiquement autant de médiumnité que de médiums, autant de formes différentes de médiumnité que de médiums. Et Kardec, donc, il a déterminé quelques grandes catégories. Donc, il y a d'abord 2 grandes catégories au départ, qui dit ce sont les médiums à effet physique et les médiums à effet intellectuel. Donc, les médiums à effet physique, comme le nom l'indique, ce sont les médiums qui ont pour pouvoir de protection, qui ont le pouvoir ou la faculté de provoquer des effets matériels ou des manifestations ostensibles. Donc, qu'est-ce qu'on appelle effet matériel ou manifestation ostensible? C'est par exemple les coups frappés dans une maison. Pour ça, il faut un médium à effet physique. C'est la table qui bouge, c'est le verre qui bouge, c'est les phénomènes de lévitation et c'est même les phénomènes d'ectoplasme, à ectoplasmie. Donc ça, ce sont les effets physiques, puisque les esprits arrivent à utiliser ces médiums à effet physique pour agir sur la matière. D'accord? Donc, bon, faire bouger une table, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, parce que c'est quand même un coup pour oui, 2 coups pour non, 23 coups pour la lettre Z, etc. Enfin, je vous passe les détails. Donc, ce n'est pas le moyen de communication le plus pratique, même si ça fonctionne. Et après, vous avez la médiumnité à ectoplasmie, donc qui a permis de faire les phénomènes de matérialisation, comme ceux observés par Katie King et aussi par beaucoup d'autres médiums. Et donc là aussi, ça n'a pas forcément l'intérêt principal, je dirais, de la médiumnité à ectoplasmie, c'est notamment les effets curatifs, de guérison, puisque par ce biais-là, les esprits arrivent à matérialiser et dématérialiser des tumeurs ou ce genre de choses.
Voilà. Quand c'est bien sûr quelque chose qui est utile pour la personne et donc avec énormément de conditions à réunir pour cela. Et ensuite, vous avez les médiums à effet intellectuel, hein, donc là, c'est différent. Ce sont des médiums qui sont plus spécialement propres à recevoir et à transmettre les communications intelligentes. Donc, on verra un peu plus tard. Donc, c'est soit par l'écriture, soit par la parole, soit par l'audition, soit tout simplement par l'intuition. Voilà, donc ça, c'est donc les esprits se communiquent par leur intermédiaire, ou voire aussi à incorporation, hein, et donc ils nous transmettent ce que l'esprit veut nous dire, hein, donc de bonnes choses si c'est un bon esprit, des choses moins bonnes si c'est un moins bon esprit, et aussi ça permet donc de communiquer avec les esprits qui sont dans le trouble pour essayer de les aider. Voilà. Donc ça, c'est les deux grandes catégories, effet physique, effet intellectuel. Maintenant, là aussi, comme partout, les catégories sont encore une fois générales, hein. Tout système de classement, il est indicatif, hein. Il peut y avoir autant de systèmes de classement que de personnes qui veulent en faire. Et donc ici, ben, on suit, pour simplifier et puis pour rester homogène, celui qui avait été proposé par Alan Kardec dans le livre des médiums, chapitre 16, item 87. Ensuite, dans chaque catégorie, il rentre un peu plus dans le détail, hein. Donc, ce qu'il appelle les variétés spéciales pour les effets physiques. Donc, dans les effets physiques, qu'est-ce qu'on a comme différents types de médiums? Il y a les médiums tipteurs. Donc, tipteur, tiptologie, c'est les coups frappés, hein. Donc, coups frappés dans un mur, dans une porte, dans une table, dans un objet divers ou même parfois comme ça dans l'air. C'est ceux par l'influence desquels se produisent les bruits et les coups frappés. D'accord? Donc, là encore une fois, hein, les coups frappés, c'est un coup pour oui, deux coups pour non. Et s'ils veulent commencer, comme faisaient à l'époque de Katie pardon, des Sir Fox, hein, c'est un coup pour A, deux coups pour B et 23 coups pour Z. Vous voyez, donc c'est pour transmettre un document d'une page, il faut des heures et puis des gens qui comptent les coups, il ne faut pas se tromper, etc., quoi. Ensuite, il y a ceux par l'influence desquels alors les bruits courés, les médiums moteurs. Donc, c'est ceux qui produisent les mouvements de corps inertes, hein. Donc, c'est des médiums qui arrivent à faire léviter une table, hein, comme c'était le cas de Zappia Palladino, hein. Si vous cherchez un peu sur Internet, vous trouverez plein de photos à ce sujet, des expériences qui ont été faites avec Richet, Delanne, beaucoup d'autres expérimentateurs, avec les mains du médium attachées, les gens qui tenaient tout pour voir si ce n'est pas le médium qui soulevait la table, enfin toutes les précautions qui avaient été prises pour vérifier l'authenticité du phénomène. Après, il y a les médiums à translation et à suspension, hein. Donc, c'est une variante du mouvement, hein. C'est la translation aérienne, c'est-à-dire la lévitation et le déplacement, hein. Et la suspension, ben, c'est la lévitation, hein, dans l'espace sans point d'appui. Voilà. Alors, il y a un collègue qui est spirit de longue date. Lui, quand il avait commencé, c'est encore adolescent, les expériences de spiritisme, il faisait effectivement bouger une table et puis bah, il nous dit que la table, elle commençait à léviter, elle sortait par la porte, elle suivait le couloir, etc. Et ils étaient obligés de courir après, hein. Donc, ça peut vous montrer jusqu'où ce genre de phénomène peut aller. Voilà. Après, vous avez les médiums à effets musicaux. Donc ça avait été observé notamment avec Daniel Douglas Home, à l'époque encore de Kardec, hein, qui, voilà, il y a un accordéon et l'accordéon, il se met à jouer sans qu'il y ait personne qui le touche. Voyez. Après, vous avez les médiums à apparition. Donc, c'est là, comme je disais tout à l'heure, hein, ceux qui permettent, qui peuvent provoquer des apparitions fluidiques ou tangibles, visibles pour les assistants. Alors, fluidique, bon, ben, c'est quand c'est encore un peu vaporeux et que ça n'a pas de tangibilité, mais que c'est quand même visible, hein, comme une espèce de brouillard. Et tangible, là, c'est ben, les assistants, ils ont carrément devant eux une forme ectoplasmique qui peuvent toucher, prendre le pouls, hein. Donc, c'est vraiment avec toutes les caractéristiques
d'un corps vivant, bon, sauf que en général la couleur est blanche, hein, la couleur de l'ectoplasme. Et voilà, donc ça c'était Eva Carrère, il y a pas mal de... Home, je crois qu'il a produit ça aussi à un moment. Il y a Eusapia Palladino, Slade, Peixotinho, enfin vous avez plein de cas comme ça. Hein. Peixotinho avec Chico Xavier, c'était dans les années 60-70. Il y a même des photos couleurs de ces apparitions-là. Donc c'est pour les médiums en matérialisation. Sachant que enfin, ce phénomène-là s'est déjà produit il y a 2000 ans, hein, à la Pentecôte, entre autres. Hein. C'est quand Jésus s'est matérialisé devant ses apôtres, hein, après sa mort, et que Thomas, il a pu aller toucher les plaies, etc., pour vérifier que c'était bien Jésus. Hein. Donc là, c'était une matérialisation qui s'explique parce que dans la salle, il y avait un médium à ectoplasme, hein, parmi les apôtres, et donc qui avait permis ce phénomène de matérialisation du corps de Jésus. D'accord ? Et vous avez donc une autre variante de ce phénomène qui était un peu plus tôt, c'était quand Marie-Madeleine, elle est allée à la tombe de Jésus et qu'elle l'a vu, hein, et il a dit ne me touche pas, hein, parce que là il n'était pas matérialisé, il était juste visible. Alors peut-être que pour Marie-Madeleine, on ne sait pas si c'était une forme vaporeuse ou si c'est Marie-Madeleine qui a une médiumnité voyante qui lui permettait de le voir à ce moment-là, puisqu'elle était toute seule avec lui. Mais vous voyez que là, ce n'était pas le même degré que ce qui s'est passé dans le local où se trouvaient les apôtres à la Pentecôte. Voilà. Ensuite, j'en suis où? Alors, vous avez les médiums à apport. Donc, apport, c'est quoi? C'est donc les médiums qui peuvent servir d'auxiliaire aux esprits pour l'apport d'objets matériels. Et vous avez beaucoup de descriptions de ce genre de phénomène qui sont assez intéressantes. Ben, par exemple, à Paris, en plein hiver, par l'intermédiaire de certains médiums, ils ont eu un phénomène d'apport de roses. Et vous avez des roses, encore avec les gouttes de rosée sur les pétales et tout, qui sont apparues comme ça sur la table devant tout le monde, enfin tous ceux qui étaient présents dans la salle. Et sachant que à l'époque, des roses à Paris, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il n'y avait pas encore les serres, les camions frigorifiques et tout ça pour les conserver. Donc là aussi, les médiums à apport, les esprits peuvent utiliser leur fluide pour aller dématérialiser un esprit. Donc ça peut être très loin. En l'occurrence, pour les roses, ils sont allés les chercher dans l'hémisphère sud quelque part. Et donc, ils les ont ramenés et rematérialisés, donc traverser les murs, vous voyez. Hein, c'est ça qui est intéressant dans ces phénomènes d'apport, c'est qu'en fait, c'est de la matière, mais ils la mettent dans un état temporaire, hein, de dématérialisation, où ils arrivent à traverser les murs, c'est-à-dire vous avez le phénomène d'interpénétration de la matière, donc d'un point de vue physique, ce serait très intéressant à étudier, et ensuite à rematérialiser ces mêmes roses dans le nouveau local où elles ont été apportées. Voilà. Donc ce genre de phénomène, il y en a eu beaucoup aussi, et je sais que bon, quand il y avait encore l'Union Spirit française et francophone à Tours, ils avaient notamment un tableau où ils avaient conservé dans un cadre, hein, sous verre, des roses qui avaient été apportées par un phénomène d'apport de ce genre. Hein. Et c'était dans les années 80 ou 70 ou 80. Voilà. Donc ça, c'est les médiums à apport. Ensuite, vous avez les médiums guérisseurs. Donc vous voyez, les médiums guérisseurs, ils les classent aussi dans les médiums à effet physique. Hein. Donc ceux qui ont le pouvoir de guérir ou de soulager par l'imposition des mains ou par la prière. Parce que là aussi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le phénomène de guérison se produit souvent à l'aide de l'ectoplasme. Donc, il y a un effet physique. Hein. Vous avez une personne qui est malade avec une tumeur et après l'intervention du médium guérisseur, et ça aujourd'hui, ça a été prouvé, hein, scanner juste avant et scanner juste après, que la tumeur, elle avait disparu et les médecins, ils ne comprennent pas comment. Voilà. Donc, ce sont des choses qui se produisent de temps en temps, hein, pas toujours, évidemment. C'est des phénomènes qui sont quand même encore relativement rares, mais on voit jusqu'où peut aller cette action des esprits. Et là, c'est pour
pour les personnes malades à qui c'est utile de guérir comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les médiums à effet physique. Donc maintenant, on va voir les médiums pour les effets intellectuels. Donc c'est un peu plus simple parce qu'un peu plus connu. Donc vous avez les médiums auditifs, ceux qui entendent les esprits. Exemple, Jeanne d'Arc, hein, qui entendait des voix. Vous avez les médiums parlants qu'on appelle aujourd'hui psychophoniques. Hein. Je pense que Kardec n'utilisait pas encore ce mot psychophonie. Ce sont des médiums qui parlent sous l'influence des esprits. Voilà. Donc, dans le temps, il fallait de la sténo, courir pour pouvoir noter les annotations. Aujourd'hui, on peut réaliser des enregistrements et transcrire par la suite. Hein. Donc, ça va plus vite que l'écriture. Hein. C'est une forme de communication qui est très, très efficace et très, très rapide. Hein. Là, vous avez des exemples. Si vous regardez des enregistrements de Divaldo Pereira Franco, par exemple, ça arrive assez fréquemment qu'en fin de sa conférence, il rentre dans un espèce d'état de transe et que se communique par lui, justement par psychophonie, l'esprit de Bezerra de Menezes ou un autre esprit. Hein, voilà. Et en fait, voilà, donc le médium y parle, il est parfois, enfin plus ou moins, selon le médium, dans un état de transe lorsque ça se produit. Voilà. Après, vous avez les médiums voyants. Donc, ce n'est pas ceux qui mettent des annonces dans les journaux pour prédire l'avenir. Ça, c'est clairvoyant. Hein, mais les médiums voyants, ce sont ceux qui voient les esprits à l'état de veille. C'est-à-dire, alors ça c'est justement ce qui se produit assez souvent avec les enfants, hein, quand ils jouent avec des amis imaginaires. Hein. Donc, c'est typiquement, ils voient un esprit enfantin qui est devant eux et qui joue avec eux. Hein. Et vous avez des personnes adultes aussi qui conservent cette faculté de voyance. Hein. Donc, j'en connais personnellement un. Et donc, alors, ce n'est pas permanent. De temps en temps, il est là, il regarde, il dit, voilà, je vois un esprit qui a telle et telle caractéristique, etc. Et pour ce médium-là, en l'occurrence, il y avait un cas où il avait vu un couple pour la première fois. Hein, et donc, il avait vu à côté de ce couple ou derrière un esprit qu'il avait pu décrire. Et donc, la description correspondait exactement aux parents de l'un des deux conjoints qui s'étaient désincarnés il y a quelques années. Voyez. Donc, ça, c'est les médiums voyants. Kardec cite aussi un cas, alors je ne me souviens plus du nom, mais dans la revue Spirit, il parle de monsieur, alors je ne me souviens plus du nom qu'il donne, et donc qui était médium voyant, mais qui avait vraiment la faculté très très développée. Il voyait les esprits presque en permanence. Et donc il était allé avec ce médium dans un théâtre, et puis ou dans un opéra, je me souviens plus. Et donc le médium lui décrivait, donc en plus des acteurs qui jouaient la pièce, hein, les chanteurs et tout ça, il voyait aussi les esprits désincarnés qui étaient là et qui les inspiraient. Ah, et d'autres esprits aussi qui assistaient au spectacle. Donc voilà, ça c'est les médiums voyants. Alors, c'est pas toujours, alors autant vous voyez les médiums auditifs que les médiums voyants, on se dit, tiens, ce serait bien ça de pouvoir entendre et voir les esprits, mais attention, parce que ceux qui ont ce genre de médiumnité-là sont unanimes à dire si on entendait toujours et si on voyait toujours que de bonnes choses, ce serait bien. Mais malheureusement, souvent, ils voient aussi des choses qui sont un peu plus difficiles. Et vous voyez bien, le médium auditif qui est réveillé la nuit, etc., c'est pas toujours facile à vivre. Hein. Voilà. Et par ailleurs, comme toutes les formes de médiumnité, tout le monde dit oui, mais l'esprit voyant, il voit tout de suite si c'est un bon esprit ou pas. C'est pas ça. Hein. C'est-à-dire que l'esprit voyant peut aussi se tromper, ou dit d'une autre façon, des esprits perturbateurs peuvent très bien faire voir au médium voyant quelque chose qui le trompe, hein, donner une fausse apparence. Donc, il ne faut jamais voir de garantie absolue, dire telle médiumnité est meilleure que telle autre. Non. Après, vous avez les médiums inspirés. Donc ça, moi, je dirais, c'est pratiquement qui d'entre vous n'a jamais été inspiré? Hein, personne ne se manifeste.
Mais vous voyez, la médium inspiration, c'est un peu une médiumnité qu'on a tous, quoi. Alors après, il y en a qui sont inspirés une fois tous les 3 ans, il y en a qui sont inspirés tous les jours, hein. Donc ça peut se produire aussi à différents degrés, mais la médiumnité à inspiration, c'est vraiment celle qui est la plus fréquente, hein. On parle aussi d'intuition, l'inspiration. Ce sont des choses qui sont même admises par les matérialistes, hein. La muse du poète, les choses qui viennent comme ça et qui sortent d'un coup, même si les matérialistes, évidemment, ils attribuent ça à la faculté de notre propre esprit. Les spiritualistes qui sont un peu plus humbles, ils disent, ben non, c'est un autre esprit qui est venu m'aider par l'inspiration pour accomplir la tâche. Voilà. Voilà, des pensées suggérées par les esprits, le plus souvent à leur insu, soit pour les actes ordinaires de la vie, soit pour les grands travaux de l'intelligence. Et je ne sais plus quel est le grand scientifique qui disait qu'il a eu l'intuition de la grande théorie qu'il avait établie, qu'il était en train d'établir, en allant sur le marchepied pour monter dans un wagon d'un train. Voyez. Einstein aussi, il reconnaît, il dit que ben, un jour, un matin, comme ça, paf, la lumière s'est faite. Alors, elle ne s'est pas faite comme ça par hasard, hein, puisque ça faisait déjà des années qu'il réfléchissait et qu'il cherchait la solution. Donc, il avait déjà le matériel intellectuel qui était prêt, hein, et c'est dans ces conditions-là que l'intuition arrive à, pouf, à donner le petit coup de pouce pour faire voir la théorie telle qu'ils étaient en train de la chercher. Voilà. Et l'inspiration, c'est aussi quand on doute dans une certaine situation, hein. Il y a une dame qu'on a vue une année, donc elle était enceinte et tous les médecins lui avaient conseillé d'avorter parce qu'elle était diabétique, hein. Donc il y avait un danger pour la vie de la mère, hein. Donc ça, c'est les cas effectivement où l'avortement il vaut mieux conserver la vie qui est déjà là et sacrifier celle qui démarre à peine. C'est le seul cas où l'avortement est légitime, hein, selon les esprits. Et donc, pareil, un matin, elle a eu l'inspiration en disant non, non, j'avorte pas. Et puis donc, in fine, ça s'est très bien passé. L'enfant, il est né, il n'y a pas eu de conséquences pour elle, etc. Voyez. Donc, il y a différentes sortes, hein. C'est la nuit qui porte conseil, la lumière le matin en se levant, etc. Voilà ce que c'est, voilà comment elle se manifeste. Après, vous avez les médiums à pressentiment, donc des personnes qui, dans certaines circonstances, ont une vague intuition des choses futures. Alors, vous voyez comme c'est écrit, vague, hein, parce que c'est rarement précis et c'est jamais, comment dire, surtout si ça concerne une personne en particulier qui a son libre arbitre, ce sera jamais à prendre pour une vérité absolue, hein. C'est toujours pareil, hein, ces questions de révélation de l'avenir, ça peut lourdement influencer sur le libre arbitre d'une personne et ça peut souvent lui être beaucoup plus néfaste qu'utile, hein. Par contre, là aussi, je peux vous citer un exemple, la boulangère de la ville où je suis né et elle, elle allait en vacances, je ne sais plus où c'est quelque part près de Sète, là-bas, un Cap d'Agde, ou je ne sais plus le nom de la ville. Et donc, en roulant sur l'autoroute au niveau de Valence, Montélimar, elle a d'un coup eu une vision d'éboulement, de grosses inondations, etc. Et donc, elle en avait fait part aux proches qui étaient avec elle dans la voiture. Et puis donc, c'est quelques semaines plus tard qu'il y a eu la fameuse inondation de... euh, comment il s'appelle déjà Vaison-la-Romaine, voilà. Donc, vous voyez, là, typiquement, elle a eu le pressentiment qu'il y a quelque chose qui allait se passer par là. Et ça s'est effectivement réalisé. Vous voyez. Donc ça, c'est les médiums à pressentiment. Mais là aussi, les pressentiments, il faut se méfier, hein. C'est souvent aussi des esprits qui ne sont pas toujours bienveillants, qui veulent nous faire peur, qui veulent nous manipuler, nous dominer. Donc, encore une fois, il faut toujours garder les pieds sur terre et jamais prendre un pressentiment comme quelque chose qui va se passer à coup sûr de façon absolue, hein. Et moi-même, alors c'était pas vraiment un pressentiment, mais c'était des rêves prémonitoires, donc c'est un petit peu une variante, hein. Quand j'étais en seconde ou en première et même en terminale, j'ai dû rêver au moins 10 fois que j'allais avoir la meilleure note au bac.
C'est que c'est complètement absurde comme rêve, hein, surtout déjà dans ma classe, il y en avait 3-4 qui étaient meilleurs que moi. Et puis, résultat, ben, au bac, c'est moi qui ai eu la meilleure moyenne de l'Académie de Strasbourg, quoi, C et E confondus. Donc, c'était totalement inattendu. Et clairement, j'ai rêvé ça de façon très, très claire, au moins 10 fois. Et pourtant, moi, je ne rêve pas souvent et je ne me rappelle pas souvent de mes rêves. Mais là, c'était vraiment net. Donc, pour vous dire, voilà, comment ce genre de choses peut se produire. Les médiums somnambules. Voilà. Alors là, les médiums somnambules. Alors, les somnambules, le somnambulisme, en fait, c'est un phénomène qui a été observé par les magnétiseurs, hein, le mesmérisme. Donc, ils arrivaient quelque part, par l'action magnétique, à faire de sorte que l'esprit du somnambule sorte de son corps. Voyez, hein, donc, c'est son propre esprit à lui. Et même en étant en dehors de son corps, donc l'esprit du somnambule a la vision d'esprit, donc il voit des choses avec la vue de l'esprit, mais il garde quand même le lien avec le corps et il peut parler avec son corps. Donc le somnambule, il est dans un état de transe, hein, puisque l'esprit il s'est dégagé, mais par contre, l'esprit arrive encore à parler par le somnambule. Voyez, donc le somnambulisme, ce n'est pas vraiment de la médiumnité, puisque c'est l'esprit du somnambule qui perçoit, qui analyse et qui commente. D'accord? Et donc, les médiums somnambules, c'est dans le cas où un somnambule, donc l'esprit du somnambule se dégage du corps, et quand il est dégagé du corps, il y a d'autres esprits, son guide spirituel ou d'autres esprits, qui l'aident et qui se communiquent par rapport à lui. Donc là, vous voyez, dès qu'il y a un esprit tiers qui intervient, on parle de médiumnité. Hein, c'est pour ça qu'il parle de médium somnambule. Donc, ceux qui, dans l'état de somnambulisme, sont assistés par des esprits. Donc là, c'est bien une forme de médiumnité. D'accord? Après, vous avez les médiums peintres et dessinateurs, ceux qui peignent ou dessinent sous l'influence des esprits. Donc, vous avez certainement déjà vu plein d'exemples, notamment Augustin Le Sage avec ses fameux tableaux. Et ensuite, j'ai récupéré là de chez Roger Pérez un classeur énorme comment dire, là-bas, ils avaient donc des médiums qui avaient toujours des feuilles blanches et puis soit des fusains, soit des pastels, hein, et qui faisaient des dessins médiumniquement. Hein. Et donc, c'est un genre de médiumnité qui est assez fréquent, ça. Hein. Et vous avez les médiums musiciens, c'est pareil. Hein, donc, ceux qui, au lieu de dessiner, ils composent ou écrivent de la musique sous l'influence des esprits. Voilà. Donc, vous voyez, bon, alors là, c'est juste, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste pour vous montrer les principales catégories de médiumnité qu'on peut rencontrer. D'accord? Et ensuite, parmi les médiums à effet intellectuel, Kardec souligne par leur importance à l'époque de l'établissement de la codification spirit, les écrivains ou psychographes, oui, donc ça c'est aussi une médiumnité qui est très courante, en les classant parmi d'autres variétés en médium écrivain mécanique, semi-mécanique et intuitif. Donc, écrivain ou psychographe, le médium, il prend un crayon, un stylo, et puis voilà, il fait le vide pendant la séance médiumnique, il commence à écrire des choses. Et donc, vous avez 3 catégories dans ces médiums-là. Comme il dit mécanique, donc là, le médium, il écrit, sa main, elle part, il n'a absolument aucune conscience de ce qu'il écrit. Et il y a même certains médiums comme ça qui pouvaient parler avec quelqu'un pendant qu'ils écrivaient autre chose. Hein. Les semi-mécaniques, c'est la main part toute seule, mais ils ont quand même conscience de ce qu'ils écrivent. Et les intuitifs, c'est ceux qui, quelque part, entendent ou reçoivent par intuition des choses et les réécrivent. Voyez. Donc, ce sont 3 variétés des médiums psychographes. Alors là aussi, il y a beaucoup de gens qui disent non, il faut que ce soit un médium mécanique parce que là, on est sûr que le médium n'intervient pas. Eh c'est faux. Même dans la médiumnité mécanique, l'esprit du médium intervient et peut déformer les messages. Voilà. Donc, vous n'avez pas plus de garantie dans la médiumnité mécanique que dans la médiumnité semi-mécanique ou intuitive. Alors, évidemment, le médium intuitif qui écrit ce qu'il entend, si jamais, au lieu d'écrire tout de suite tel qu'il l'a entendu, il commence à interpréter, vous voyez, donc là, il interfère de façon plus importante sur la communication, vous voyez. Donc,
mais ce n'est pas forcément, comment dire, et c'est à partir du moment où le médium, avec l'exercice, il apprend justement à faire le vide et à ne pas s'interposer à la communication, à la laisser passer vraiment telle qu'elle vient. Donc avec le temps et l'exercice, il arrive, même par la médiumnité intuitive, à rester très fidèle à ce que l'esprit voulait dire. D'accord? Voilà, alors bonjour Ève. Donc nous avons terminé la première partie, la première introduction. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Fabrice Oui, a levé la main, oui. oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre médium voyant et médium clairvoyant? Oui, alors ben justement, donc le médium voyant, c'est celui qui voit les esprits. Oui, ça d'accord. Et le médium clairvoyant, c'est celui qu'on a. Alors, ça se rapproche à ce qu'on a vu ici, hein, les pressentiments. C'est celui qui a des pressentiments sur le futur. Ou alors, il y a aussi une autre sous-catégorie. Donc là, vous voyez, il y en a beaucoup. Ce qu'on appelle la psychométrie. Donc, c'est des personnes, vous leur donnez un objet ce sont des médiums, vous leur donnez un objet qui a appartenu à une personne, et donc ils vont sentir les fluides dont la personne propriétaire de cet objet a imprégné l'objet, et donc Mhm, ils arriveront comme ça, quelque part, à se mettre en contact avec cette personne. Donc ça peut se faire, ça se fait aussi souvent avec l'aide des esprits, et par là même à dire des choses sur cette personne. d'accord, Donc, c'est les deux formes, je dirais, de la médiumnité clairvoyante. d'accord. Merci. Fernando? Oui, bonjour Charles. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir, par rapport à la psychographie, avoir un exemple, les trois semi-mécaniques, euh, mécaniques et intuitives. Chez un même médium? Ouais, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, je pense, oui. Dans le cas de Divaldo, par exemple, ben, lui, il commente que quand il a reçu, par exemple, à Paris, par la fameuse communication spéculaire, ça c'est un mot un peu compliqué, je sais pas, communication spéculaire de Léon Denis, donc en langue française. Donc c'est spéculaire, ça veut dire que c'est écrit à l'envers. Hein. Pour lire le message, il faut regarder dans un miroir ou alors vous le scannez sur l'ordinateur et vous invertissez l'image pour pouvoir le lire. Et donc là, il commentait que c'était vraiment parti de façon complètement mécanique. Hein, et devant 2000 personnes, là, au Palais de la Mutualité à Paris, Divaldo a reçu cette communication spéculaire de Léon Denis. Je dois pouvoir vous trouver une image vite fait de ça. Alors, attendez, on va que j'essaie de retrouver. C'est pas top par ici. Hop. Il y a tellement de fichiers que faut parfois. Alors, hop. Il y en a des conférences ces derniers temps. Ouais, bah, ça doit être par là. Alors, celui-là. J'ai parlé de ça récemment. Donc, comme ça, on peut le. Voilà, c'est celui-ci. Est-ce que vous voyez l'écran? Je vais le mettre plus grand. Vous voyez à droite là? Donc ça c'est la photo de Divaldo quand il l'a écrit. Hein. Et à droite, vous avez la communication. Donc vous voyez, là vous avez alors c'est traduit en portugais ça, reconnaissance à Allan Kardec. Hein. Le même année où Napoléon Bonaparte, etc. Donc il l'a écrit de gauche à droite et en français. Divaldo, bon, il comprend un peu le français, mais sans plus, quoi. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, voilà, là, il disait que c'était parti de façon complètement mécanique. Mais sinon, la médiumnité de Divaldo, elle n'est pas mécanique, elle est semi-mécanique ou intuitive. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, Fernando, il peut y avoir les différentes formes chez le même médium. Hein, c'est l'exemple de Divaldo. Alors, pour vous prouver que le médium influence quand même la communication, même dans un cas comme celui que vous voyez ici,
Alors, il y a le mot bûcher, hein, transféré du bûcher de Constance le 6 juin 1415. Et quand vous regardez l'original, il n'y a pas écrit bûcher, il y a écrit fougère. Et ça, au début, on ne comprenait pas pourquoi il a écrit transféré de la fougère. C'est parce que bûcher en portugais, ça se dit fogueira. Vous voyez? Donc là, typiquement, c'est un élément qui, Léo Denis, évidemment, il aurait écrit bûcher, hein, mais Divaldo, donc, comme personne médium, hein, il y a eu cette influence, cette interférence qui s'est produite pour transférer ce mot bûcher en fougère. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer que même dans la médiumnité mécanique, le médium interfère sur la communication. Ce n'est pas une garantie que la communication, elle nous arrive exempte de toute influence du médium. Mais Fernanda? Charles, Oui? c'est Morissette. Je pense qu'il doit toujours y avoir une partie donc d'influence du médium dans n'importe quelle communication, C'est ça. à un certain degré en fait. Voilà, on peut pas abandonner complètement. Je Et pense là, pas. vous avez des ouvrages complets qui ont été écrits sur le sujet, hein, notamment de Alexandre Aksakov. Hein, il parlait ça s'appelait Animisme et Spiritisme. Donc, animisme, ben, c'est justement l'influence, ce qui vient de l'esprit du médium, hein, et spiritisme, c'est ce qui vient d'un esprit tiers. Et vous avez toujours un mélange des deux. Un bon médium, hein, genre Chico Xavier, il avait peut-être 10 ou 20% d'animisme et 80% de spiritisme. Et un médium débutant ou un médium moins fidèle que Chico Xavier, il aura peut-être 30% de spiritisme et 70% d'animisme. Vous voyez, c'est ce qu'il y a dans la communication, ça viendra plus de lui que de l'esprit tiers, même s'il y a une partie qui vient de l'esprit tiers. Vous voyez. Donc ça, c'est un point important pour ceux qui veulent travailler la médiumnité un jour, donc d'en tenir compte. Alors c'est normal, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et naturel, parce que souvent les médiums au début doutent en disant non, mais c'est pas, ça vient pas de l'esprit, ça vient de moi. Vous avez des médiums fameux comme Camille Flammarion, hein. Il avait reçu en 1820, alors qu'il était tout jeune, hein, des médiums signés de l'esprit de Galilée, qui parlaient de la cosmogénèse, la formation du système solaire, etc. C'est les communications que vous voyez dans le livre La Genèse, hein, d'Alain Kardec. Et donc, à un moment donné, il a douté, il a dit non, ben, j'avais déjà le bagage intellectuel qui me permettait de concevoir ces choses par moi-même sans avoir besoin de l'intervention d'un esprit extérieur. Donc, c'est possible, hein, il y avait certainement de l'animisme de Flammarion, mais ça n'empêche pas que l'esprit de Galilée, il l'a quand même guidé dans ses connaissances pour pouvoir écrire ce qu'il a écrit, de la façon qu'il l'a écrit, d'une traite en quelques minutes, un message de plusieurs pages avec des notions très précises, sans être obligé de se reprendre, de corriger, etc. Vous voyez? Et à la fin de sa vie, donc, que Flammarion avait quand même changé d'avis, hein, les derniers livres qu'il a écrits étaient quand même purement spirit, mais ça prouve donc cette influence. Alors, c'est normal, donc il faut en être conscient, il ne faut pas en être particulièrement inquiet. Ce qu'il y a, c'est que dans le travail indispensable d'analyse des communications, il faut toujours essayer de faire la différence entre qu'est-ce que le médium aurait pu savoir et savait et aurait pu concevoir et qu'est-ce qui est vraiment dans le message dont il savait absolument rien. Hein. Vous prenez encore une fois le cas de Chico, quand il écrivait ses lettres, hein, dont on publie chaque fois un exemplaire dans les premières pages de la revue Spirit depuis quelques années maintenant. Vous voyez que Chico, il écrit des noms, des surnoms, il écrit parfois même en hébreu, donc des choses que lui, il ignore totalement. Vous voyez, donc là, c'est quand vous avez des preuves d'identité comme ça, hein, il n'y avait pas Facebook, hein. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de médiums qui écrivent des lettres à des gens, mais ils vont d'abord regarder la page Facebook de la personne et ensuite, évidemment, c'est facile d'écrire des choses sur les gens. Voyez, et vous avez beaucoup de supercheries aujourd'hui qui sont faites comme ça, hein, parce que
avec l'accès aux réseaux sociaux et tout ça, c'est là où il faut être encore plus méfiant, quoi, hein. Mais vous avez des cas où ce sont des informations qui sont absolument inédites et impossibles à trouver quelque part. Donc là, vous avez les preuves d'identité, quoi. Et les preuves que c'est vraiment quelque chose qui vient de façon médiumnique et ce n'est pas un produit de l'âme du médium. Fernanda? Oui, et bonjour à tous. Charles, c'est pas si une question, mais en forme de compréhension, je veux savoir si je suis tort ou pas, cette façon de comprendre certaines choses, aussi par des choses que j'ai vues en dédoublement, certaines explications. Je comprends que la médiumnité des transports, des translation à effet physique, la apparition à la dématérialisation, matérialisation, toute cette médiumnité que vous citez avant, et je vois, c'est le médium qui a la faculté d'utiliser le ectoplasme. Ou soit, il est comme Peixotinho, tu disais avant, c'est un médium qui a beaucoup d'ectoplasme de qualité qu'il peut donner à des esprits qui peuvent réutiliser, comme le cas de Peixotinho qui réutilisait, et aussi des esprits qui viennent, qui savent connaître l'utilisation de cet ectoplasme, qui pour réaliser des chirurgies, comme le cas de le docteur Frutuosa qui disait que les esprits ont une façon d'opérer quand ils ont besoin de couper ou quelque chose. Ils créent des outils avec le ectoplasme, ils soulèvent l'organe et font une chirurgie qui, moins invasive, qui c'est là qu'on fait aujourd'hui, nous, qu'on connaît. Et alors, dans ma tête, et que cet ectoplasme, selon certains esprits, ils ont la connaissance de pouvoir aussi, pas uniquement quand ils ont besoin d'attendre un médium qui a de bons ectoplasmes pour pouvoir donner, mais ils savent connaître aussi le sortir, le récupérer des plantes ou des animaux, parce que c'est quelque chose qui sort des cellules. Ils utilisent. Alors, il y a le médium qui sait utiliser cet ectoplasme pour faire comme les druides et tout ça, qui utilisaient pour éviter les cailloux, les choses pour la construction, pour déplacer des longs chemins. Des médiums, je parle de médiums incarnés qui a cette capacité, cette connaissance d'utiliser cet ectoplasme, et aussi la connaissance des autres esprits qui utilisent cet ectoplasme. Après, ça, ce que je comprends, je ne sais pas si j'arrive à sortir ce que je vois dans ma tête pour expliquer ma compréhension. Et après, les médiums des effets intellectuels, ce que j'ai pu voir toute la psychophonie, la psychographie, c'est tout le lien, c'est soit le médium qui travaille pour être un bon instrument, pour travailler cette faculté, ou c'est comme des donneurs de sang, c'est-à-dire il a un ectoplasme qui peut être facilement instrument pour différentes sortes d'esprits. Et les centres de force qui a le père-esprit. Par exemple, quand un autre esprit qui vient communiquer, qui approche, il utilise, par exemple, le centre de force de la corde vocale. Par exemple, du coup, pour voir la différence entre le médium, l'autre, c'est le qui utilise l'ectoplasme, et l'autre qui utilise le père-esprit, les centres de force pour l'intellectuel. Par contre, tu disais que aussi que le médium de sonambulisme não est considéré comme une médiumnité. Oui. Mais quand on parle, par exemple, de médiumnité des guérisseurs, des fois, c'est des médiums qui savent utiliser cet ectoplasme, non?
Et Alors, par exemple, quand on parle de médium de dédoublement, le médium de dédoublement, c'est un médium qui, comme tous, nous tous, on sort de notre corps, notre esprit, et on a la capacité d'armazener une partie quand on retourne dans notre corps. oui, alors c'est une question compliquée en fait. Là, faudrait vraiment lire tout le livre des médiums pour pouvoir y répondre. Moi, ce que je répondrais en termes généraux, parce qu'on ne pourra pas rentrer complètement dans tout le détail de tous les aspects que tu as soulevés, c'est que, encore une fois, le dédoublement ou le somnambulisme, ben, c'est l'esprit du somnambule qui se dégage. Donc, si c'est que son esprit qui se dégage, qui voit des choses et qui rapporte les choses qu'il a vues, donc soit en parlant pendant son dégagement, soit en gardant la mémoire lorsqu'il sort de son état de transe, c'est pas une médiumnité. La médiumnité, par la définition du mot, c'est quand il y a un autre esprit qui vient et qui intervient. Donc, si c'est que l'esprit du médium, hein, sans avoir besoin d'un autre esprit extérieur, comme c'est le cas du dédoublement ou du somnambulisme dont tu as parlé, on ne peut pas parler stricto sensu de médiumnité. La médiumnité, c'est quand la personne dégagée, ben, il y a le guide spirituel, d'autres esprits qui sont là et qui l'aident et qui lui disent des choses et que ensuite le somnambule il transmet. Donc à partir du moment où il y a l'intervention d'un esprit tiers, on parle de médiumnité. Maintenant, après, tu as parlé aussi de l'ectoplasme. Alors l'ectoplasme, c'est compliqué. Le mot n'existait pas à l'époque de Kardec, hein, et il parlait de matérialisation, mais le mot ectoplasme, il est venu que par après. Hein. On est en train de publier un livre en ce moment sur l'ectoplasmie. C'est un livre qui fait 900, qui fait presque 1000 pages. Hein. Donc, je t'encourage à le prendre et à regarder dans tous les détails parce que là, le gars, c'est vraiment un chercheur qui a fait l'inventaire de tout ce qui a été vu, fait, écrit, commenté sur le sujet et donc qui rentre un peu plus dans le détail, dans les considérations dont tu parles. Mais ce qui se dégage, c'est qu'en règle générale, encore une fois, mais pas de façon absolue, le médium dégage de l'ectoplasme, mais ce sont les esprits qui sont là, qui manipulent cet ectoplasme pour produire les phénomènes. Hein. Le médium, lui, il est en transe, souvent en transe profonde, et donc il ne se rend absolument pas compte de ce qu'il fait. Lui, il est juste là pour céder cet ectoplasme. Et ça arrive à un point que, par exemple, un médium qui pèse 50 kilos, au moment où la forme matérielle, parce qu'ils ont mis des balances hein, sous le médium pour peser le poids, pour voir d'où venait cet ectoplasme, et ben son poids était réduit de moitié. Il faisait plus que 25 kilos, alors que pendant que l'ectoplasme était en dehors de son corps. Tu vois. Donc, ils ont essayé aussi de peser la matérialisation pour voir si on trouvait les 25 kilos qui manquaient. Donc, ils n'ont jamais réussi vraiment à faire des expériences complètes à ce sujet parce que, ben, encore une fois, il y a les lévitations, il y a plein d'autres phénomènes qui peuvent intervenir et qui font que c'est pas si simple, justement. Quoi. Et même des crooks, des gens comme ça qui ont fait des études poussées sur le sujet, il y a encore beaucoup de choses à creuser dans ce domaine-là. Donc, je ne pense pas qu'on puisse répondre de façon catégorique aux questions détaillées que tu as posées, mais en règle générale, le médium, il cède l'ectoplasme, il est en transe, donc il n'est pas conscient pendant que ça se produit, et ce sont les esprits qui utilisent cet ectoplasme pour produire soit les matérialisations, soit, comme tu l'as dit, les phénomènes de guérison. Et ces phénomènes de guérison, c'est vrai qu'ici en France, on a eu un épisode avec les guérisseurs philippins. Il y a eu ça au Brésil aussi avec Edson Queiroz, le docteur Fritz et José Arrigo, me semble-t-il, et puis quelques autres. Donc, les Philippins, ils utilisaient en fait des bistouris pour faire des incisions réelles dans le corps des personnes qu'ils opéraient. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose, entre guillemets, en France, on ne peut pas faire ce genre de choses. Tu vois, tu es immédiatement en pratique illégale de la médecine. S'il arrive quoi que ce soit, tu es condamné, etc. Hein, parce que c'est pas conseillé. Par contre, effectivement, comme tu l'as dit, les esprits arrivent à dématérialiser une tumeur et à l'extraire d'un corps, encore une fois, par le phénomène de l'interpénétration de la matière dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc qui dispense le fait de faire des incisions. Hein. Et ça, en soi, ça ne peut pas être considéré comme une pratique illégale de la médecine. Hein.
c'est comme un barreur de feu hein, qui arrive à te cicatriser une brûlure. Voilà, c'est pas considéré comme une pratique illégale de la médecine. Il vient, il met ses mains par-dessus, donc il y a pas, il fait pas d'incision, rien comme ça qui puisse être réservé à des personnes formées pour ce genre de choses. Et donc, bah, il arrive à un effet que les médecins constatent sans comprendre pourquoi. Hein. Donc, voilà, et c'est la même chose pour si les esprits arrivent à dématérialiser une tumeur chez une personne, hein, ce qui a déjà été vu et observé. Hein. Vous avez des cas où, avec maintenant avec les appareils d'imagerie médicale, où l'objet qui était clairement visible sur les images, ben, un peu après, avait complètement disparu. Voilà. Alors, est-ce que ça s'est dissous? Est-ce que ça a été dématérialisé et rematérialisé? Encore une fois, on ne sait pas. Hein, ça, c'est les esprits. Et là, il y a encore énormément de recherches à faire pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Après, tu as parlé aussi de psychophonie ou de la psychographie. Donc ça, en règle générale aussi, ça ne fait pas intervenir d'ectoplasme. Hein. C'est les phénomènes, les médiumnités à effet intellectuel, c'est l'esprit communiquant avec son père-esprit qui agit sur le père-esprit du médium. D'accord? Donc, c'est de père-esprit à père-esprit. Donc, il n'y a pas besoin d'ectoplasme. Nous, on a le médium, il arrive à faire de sorte que son père-esprit puisse être mis à disposition de l'esprit communicant qui va agir sur lui. Et donc, forcément, c'est là où il y a une petite différence entre ce que disait Kardec et ce qu'a dit Delane par la suite, par exemple. Hein. Kardec, il disait, l'esprit agit directement sur la main. Hein, pour l'esprit, par exemple, psychographe mécanique. Et Delane, lui, il dit non, parce qu'à l'époque de Kardec, il ne connaissait pas encore l'anatomie, les centres moteurs dans le cerveau, etc. Hein, il ne connaissait pas les détails des fonctions du système nerveux. Et Delane, par la suite, hein, au début du XXe siècle, il a dit les esprits vont plutôt agir sur le centre moteur dans le cerveau de la main, et c'est ça qui va faire bouger la main du médium, tu vois. Mais ça, ce genre de phénomène, encore une fois, se produisent de père-esprit de l'esprit communicant vers le père-esprit du médium, et donc pour ça, il n'y a pas besoin d'ectoplasme, il n'y a pas besoin d'effet physique. Non, 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 ça, je n'ai pas dit qu'il y a besoin de ectoplasme. Je séparais uniquement la partie ectoplasme et la partie père-esprit, centre de force. Oui. Je sais Ah, pas si centre de force, oui. oui. Alors ça, les J'ai centres de parti force, c'est encore autre chose. parce que j'ai vu après je me trompe, hein, je sais pas, en dédoublement, un cours, un dédoublement, je sais pas si c'est des bons cours ou pas. L'esprit, je n'arrivais pas à comprendre ça et m'essayait d'expliquer. Et du coup, par exemple, j'ai vu mon corps le, qui dormait dans le lit, le centre de force, j'étais mon esprit dégagé de mon corps en écoutant l'autre esprit qui était à côté et qui m'expliquait comment ça marchait. A venu un esprit sous forme, en forme de nuage, et du coup, il m'expliquait comment faisait la communication, parce que je ne comprenais pas, parce que les gens utilisaient le mot d'incorporation, c'est-à-dire que tu laisses l'esprit rentrer dans le corps. Et du coup, je ne comprenais pas. Et alors, elle me disait, non, tu vois, là, l'esprit vient, et l'esprit est venu. Mon mari était couché d'un côté et moi de l'autre côté, on dormait, et je participais de ces cours. L'esprit est venu, et uniquement il touchait le père-esprit de l'esprit, l'énergie qui était autour de cet esprit a touché l'énergie de mon corps. Et parmi le pensée de son esprit qui a transmis dans le centre de force le centre de force qui était la pharyngite, la gorge, là maintenant j'ai oublié le centre de force, c'est là qui est en couleur bleue, à côté de la gorge, bleu clair. Et ma bouche a commencé à bouger de mon corps physique, a commencé à bouger et l'esprit s'est essayé de communiquer. Alors, bon, après, effectivement, bon, les centres de force, ce sont des choses qui sont étroitement liées au père-esprit. Hein, et donc, encore une fois, comme tu l'as bien dit, c'est alors,
il y a effectivement cette médiumnité à incorporation, donc elle n'est pas citée là. Kardec, il n'en parlait pas de façon très très claire à l'époque encore, hein. Mais c'est quelque chose dont Delane il parle davantage, où là, plutôt que de mettre uniquement la voix ou le centre moteur de la main à la disposition de l'esprit communicant, c'est l'esprit communicant, en fait, le médium, il lui met à disposition son corps entier. C'est ça qui fait que Léon Denis le décrit très bien aussi dans son livre Dans l'invisible, que la personne se lève, elle bouge, enfin le médium se lève, bouge sous l'influence de l'esprit. Donc c'est en fait, comment dire, une assimilation plus poussée, hein, donc où l'esprit met son organisme physique, le médium met son organisme physique à la disposition de l'esprit communicant. Donc, c'est appelé médiumnité à incorporation. Alors, il y a incorporation partielle, incorporation totale, voilà, mais enfin, je comprends comme juste une variante peut-être un peu plus poussée des autres formes de médiumnité, tu vois. Maintenant, après, comment ça se produit, au niveau de quel centre de force et tous les détails, alors c'est intéressant effectivement de noter ce que tu as observé. Et ensuite, ce qui est important de faire, c'est de comparer avec la littérature, avec ce qu'ont observé d'autres personnes dans les mêmes situations que toi, pour voir s'il y a le critère que donne Kardec, la concordance et l'universalité de l'enseignement des esprits. Tu vois. Mais là, bon, je pense que ça nous emmènerait un peu trop loin. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir les compétences vraiment pour entrer dans tous les détails liés à comment ces phénomènes-là se produisent. Maintenant, voilà, c'est intéressant à observer. Essaye de l'écrire, tu vois. Tu l'écris, même si c'est en portugais, hein. Tu D'accord, l'écris, on le traduira après pour dire voilà ce que j'ai vu, hein. Et donc, d'accord. avec le temps, ben, tiens, il y a quelqu'un qui va dire ben, tiens, moi j'ai vu la même chose, ou un autre qui va dire moi j'ai vu autre chose, ou tiens, là il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose qui ressemble à ce que tu as écrit, tu vois. Mhm, C'est comme ça qu'on arrivera à voir. Parce qu'il faut toujours comparer, hein. En tant que médium, on voit des choses, on perçoit des choses, mhm. mais il faut toujours les prendre comme une hypothèse et attendre leur confirmation, parce que si tu as 100 personnes ou 1000 personnes qui spontanément, sans que tu les aies influencées, ont décrit la même chose que toi, tu vois, là, ce sera ce fameux critère de la concordance et de l'universalité de l'enseignement des esprits qui s'appliquera et qui permettra d'avancer dans la théorie. Et j'ai vu dans des cours, j'ai vu cet effet-là, et j'ai vu aussi un effet avec de l'ectoplasmie, Oui, aussi, différents effets. Maintenant, et j'arrive pas à tout comprendre. Cet esprit, il essaie d'expliquer un peu les choses. Il me demande beaucoup d'étudier. J'étude. Après, je dis, je comprends pas. Et c'est comme ça que je comprenais pas ce qu'était l'incorporation. Et c'est oui. là qu'il m'a ramené dans un cours comme ça pour observer. Mhm. Ah oui, donc et là, si tu veux, dans ce genre de travail, alors je ne vais pas mettre la barre trop haut, mais c'est clair que ben, prends les livres, par exemple le livre sur le père-esprit de Zalmino Zimmermann ou ce livre sur l'ectoplasme là qu'on est en train d'éditer, hein, qui va sortir bientôt. Et vraiment, tu regardes, tu lis, tu vois ce qui a été fait, observé au long des décennies, voire des siècles, et tu compares par rapport à ce que l'esprit t'a fait comprendre, tu vois. C'est l'enseignement des esprits, c'est toujours comme ça. Il nous montre des choses, mais il ne nous donne pas, si tu veux, la solution toute cuite, hein. C'est comme ça qu'ils ont fait aussi avec Kardec. Ils nous donnaient des éléments, et c'est lui, après, avec son raisonnement, qui a compilé, mis les choses en ordre, posé les questions sur les points qui n'étaient pas clairs, et pour obtenir des réponses complémentaires, pour lever comment dire, les incohérences, hein. Et donc, en fait, c'est tout un travail, hein. Le travail médiumnique, de recherche, entre guillemets, médiumnique, il se fait comme ça, hein. Il se fait au niveau des incarnés par nous et aussi avec l'assistance des esprits. C'est comme on parlait tout à l'heure d'Einstein, hein. Il avait réfléchi à la lumière et à ses équivalences de masse, d'énergie et autres. Et puis, donc, il avait des années de réflexion et de recherche sur le sujet. Et donc, c'est ça qui a permis aux esprits d'un coup de pouf, tu vois, de lui faire comprendre la chose, de lui faire voir E égale MC2, tu vois. C'est un peu comme ça que ça s'est passé.
Et donc, pour ce que tu décris, c'est pareil, hein. Donc, tu es peut-être en train de t'engager dans un travail de recherche assez avancé sur la médiumnité. Donc, ben, effectivement, je t'y encourage. Et je pense qu'en cherchant un petit peu, quand ce genre de choses se produit, hein, si c'est programmé par les esprits, tu verras que spontanément, tu trouveras 1, 2, 5, 10 autres personnes qui sont en train de faire la même recherche que toi. Et donc aujourd'hui, on peut, avec les principes collaboratifs, avancer plus vite sur ce genre de sujet. Voilà. Mais bon, pour un Ah, cours comme on fait ici, c'est un peu compliqué, quoi. On peut pas. oui. Donc là, on aborde superficiellement les choses, hein. Voilà. Après, pour rentrer vraiment dans le détail de comment ça se produit et tout, ben, quand tu lis le livre de Delanne, hein, où il parle justement des centres moteurs, et là aussi, c'est un livre qu'il faut lire, hein, parce que lui, il a déjà poussé l'analyse très très loin. Il a vu des dizaines, voire des centaines de médiums qu'il a analysés, observés, posé des questions aux esprits qui ont répondu et tout. Donc, il faut partir en fait de ce qui existe, tu vois, et puis ensuite passer à l'étape suivante. Ah, bah, merci beaucoup pour le conseil. Merci beaucoup, Mais il n'y a pas Charles. de quoi, Fernanda. Voilà. Alors, je pense que le support, bon, vous pourrez le lire. On ne va pas tout relire, hein. Vous voyez que c'est ce qu'on avait vu dans le pneumatographe. Tiens, ça, on ne l'a pas vu. Donc, pneumatographe, vous voyez, c'est dans les effets physiques. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le pneumatographe? C'est ceux qui obtiennent l'écriture directe. Et c'est quoi l'écriture directe? C'est pas les pneus de Michelin. Non, pneumato, c'est esprit, hein? Pneumato, c'est esprit, et graphe, c'est Ah oui. écrire. Et donc, en fait, c'est Guldenstube, le baron de Guldenstube qui faisait ça, ou alors Epes Sargent. Donc, ils prennent une feuille blanche, ils la mettent dans une boîte avec une mine ou un crayon, ils ferment la boîte, hein, ils la posent sur un coin de la table, ils font leur réunion médiumnique, d'un coup, ils entendent le bruit de la mine sur la feuille. Et quand ils rouvrent, c'est fermé à clé, hein, bon, ils prennent toutes les précautions. Quand ils ouvrent la boîte, eh ben, il y a quelque chose d'écrit sur la feuille. Voyez. Donc, typiquement, c'est de la médiumnité à effet physique. Donc, soit les esprits ont dématérialisé le carbone pour le rematérialiser et former les lettres, soit ils ont pris la mine et puis ils ont écrit eux-mêmes directement sur le papier. Et Epes Sargent, il faisait la même chose avec des ardoises. Il prenait 2 ardoises, hein, il les liait entre elles, il mettait un bout de craie au milieu des ardoises, il mettait tout ça dans une boîte qui était fermée, et après la réunion, ben, il y avait des choses écrites sur l'ardoise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture directe. Donc ce n'est pas le médium qui prend le crayon et qui écrit, c'est l'écriture, entre guillemets, elle se fait toute seule avec les feuilles de papier, la mine ou la craie ou le tableau qu'on met à leur disposition des esprits. Voilà. Guérisseur, voilà, effet intellectuel, donc ça on l'a vu, les parlants on les a vus, les voyants, les somnambules, les inspirés, les pressentiments, les prophétiques, bon, prophétiques, ben, c'est ceux qui prévoient les grandes choses, les grands événements, l'évolution de l'humanité, etc., hein. C'est les prophètes, hein. Les prophètes, c'était des médiums prophétiques. Élie et compagnie, hein, qui prévoyaient l'avènement de Jésus. Vous en avez plein, plein, plein dans la Bible, hein, donc voilà. C'est les révélations des choses futures d'un intérêt général, hein, et pas d'un intérêt particulier. Extatique, donc ça c'est un état de transe un peu plus poussé, l'extase, hein, donc c'est, on l'avait vu je crois dans le cours sur l'émancipation de l'âme. Médium peintre ou pictographe ou dessinateur, donc ça on l'a vu, musicien on les a vus aussi, hein. Voilà. Psychographe, bon, voilà, mécanique, intuitif, semi-mécanique, on l'a vu aussi. Le médium intuitif, typiquement, hein, moi, c'est un peu ce qui m'arrivait quand on faisait encore des réunions médiumniques. J'entends une phrase, hein, et donc au début, je doute, je dis, mais c'est quoi cette phrase? Et j'entends la phrase, enfin, un début de phrase. Et quand je commence à écrire la phrase, j'entends la suite. Vous voyez? C'est une forme de médiumnité, bon, soit intuitive, soit semi-mécanique. Enfin, ma main, elle ne part pas toute seule, quoi. Donc, c'est plutôt intuitif. Voilà comment ça se produit. Voilà. Et beaucoup de médiums doutent de leurs facultés. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est
c'est normal qu'il y a une partie d'animisme. Hein, il faut écrire. Voilà. Et au début, on se rend compte, bon, ben non, ça peut venir de toi. Et au fur et à mesure, on se dit, tiens, ben ça ne vient pas de toi, ça ne peut pas, ça, t'en savais rien. Et ça non plus, et ça non plus, et ça non plus. C'est comme ça, vous voyez que par l'exercice, cette faculté, elle s'affine, que le médium, en fait, il apprend à se connaître, hein, et à se faire le tri de ce qui vient de lui et de ce qui ne vient pas de lui. Voilà. Médiumnité intuitive, inspiration, voilà. Après, semi-mécanique, semi-intuitif. Bon. Ouais. Médium polygraphe, donc c'est quand les médiums, on reconnaît l'écriture du défunt. Donc vous avez des graphologues qui analysent l'écriture et ils se disent, ah ben ça c'est, vous voyez, ils reconnaissent l'écriture du défunt. Et selon l'esprit qui se communique, ben, le médium il écrit avec une écriture complètement différente. Voilà. Et les polyglottes et xénoglossie, donc ça aussi c'est une catégorie, donc c'est les médiums qui transmettent des communications dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Médium illettré, donc ça existait aussi, des gens qui ne savaient pas écrire et qui, ben, on leur donne un crayon en état de médiumnité, ben, ils savaient écrire. Voyez, il y a plein de phénomènes comme ça qui ont été vus. Donc vous voyez, juste pour résumer, parce qu'il est déjà 9h10, donc il y a une très très grande variété. C'est une classification qui donne des règles générales, qui n'est pas absolue. Souvent, vous avez des médiums qui sont un peu à cheval entre deux catégories, c'est tout à fait normal. Et ça, c'est, je dirais, dans tout système de classification, vous avez ce genre de choses. Hein. Quand on classe les êtres vivants en plantes, en animaux, ben, vous avez l'éponge qui est entre la plante et l'animal. On ne sait pas trop si c'est l'un ou l'autre. Donc, voilà, il n'y a pas de façon absolue de classer les choses. Mais ça permet, comme vous avez vu aujourd'hui, donc de voir les grandes catégories. Et donc, voilà, quand vous faites... quand vous assistez à une séance médiumnique ou quand vous avez une médiumnité qui se développe lui-même, ça vous permet un peu mieux de vous situer, quoi. Est-ce que vous avez encore des questions ou des commentaires? Ou est-ce que c'était clair? Le premier que tu décrivais là, c'était pas la psychographie, et le premier exemple où on mit un crayon sous L'écriture directe? un tiroir, une feuille, et l'esprit écrit directement. C'est là, c'est l'esprit qui utilise de l'ectoplasme là. Ah oui, Ou ouais, soit ele utilise do ectoplasma de um médium qui a une qualité de ectoplasme, ou soit l'esprit est un esprit qui déjà qui a assez de connaissances, qui sait utiliser ou prendre d'ectoplasme qui existe dans le milieu végétal ou animal. Alors, c'est classé dans les effets physiques, hein, puisque forcément, comme le médium, il n'intervient pas directement lui-même, ben, il y a effectivement, comme tu le dis, de l'ectoplasme qui est utilisé par les esprits pour produire ce phénomène d'écriture directe. Après, alors les plantes et tout ça, c'est pareil, hein, c'est une question un peu compliquée. Effectivement, les esprits, ils utilisent l'ectoplasme du médium, mais ils peuvent aussi utiliser les énergies, quelles qu'elles soient, hein, même des énergies qu'ils prélèvent dans la nature, ici ou là. Encore une fois, c'est tout à fait possible, mais là, ça demanderait, encore une fois, une étude pour approfondir le sujet. Tout comme il y a les fameuses il y a des guérisseuses au Brésil, hein, que vous appelez benzedeira, hein. Donc, c'est des dames, hein, il y a une personne qui a une maladie, elles viennent, et puis donc, en fonction de la maladie, elles choisissent un certain nombre de plantes. Donc, elles coupent des branches, je ne sais pas moi, d'un laurier ou quelque chose comme ça. Et donc, elles passent les plantes comme ça sur la personne, elles les utilisent, je dirais, entre guillemets, dans leur passe. Et ce qui est impressionnant, c'est que la plante, après, le laurier, il est complètement, les feuilles sont sèches, quoi, ça craquelle. Et donc, là aussi, il y a des choses assez surprenantes, hein, et j'ai pu... J'ai déjà vu ça aussi. Voilà, voilà. Et donc là, effectivement, ces personnes-là arrivent à tirer de l'énergie, du fluide vital qui sont dans les ces plantes. feuilles ou dans les plantes qu'elles utilisent. Voilà. Oui. Après, bon, il y a l'effet des tisanes. Enfin, on pourrait aller loin. Là, c'est pareil. C'est toute une étude qui aurait à faire. Hein. La phytothérapie, ou, hein, c'est un peu... Voilà.
Vous avez d'autres questions? Oh, c'est bizarre, la météo disait qu'il allait pleuvoir, mais là, je vois du soleil. Quand on a fini la gravation, l'enregistrement, j'aimerais faire une Pas encore, invitation. non. On va encore d'abord faire la prière. Oui, quand ça sera fini, j'aimerais faire une invitation avant que tout le monde parte. D'accord. Fernanda, elle a mis des choses à la marge, mais elle a mis en portugais, mais j'ai traduit, on peut traduire facilement. Des choses dans la marge. Ah oui. Oui. Fernando, tu dis. Ah, c'est pas Fernanda, c'est Fernando. C'est toi, Voilà. Fernanda. C'est Fernando Fernando qui est Giotto. brésilien aussi. Hein. Voilà. Oui. Ben, écoutez, on va déjà remercier les bons esprits pour cette occasion que nous avons eue aujourd'hui d'approfondir un peu cette question de la médiumnité, qui est un phénomène naturel et qui demande donc là aussi de l'étude, de l'observation pour essayer de mieux le comprendre. Et surtout, une des finalités principales, c'est d'aider les médiums qui ont certaines facultés de façon spontanée et qui n'arrivent pas toujours à les contrôler. Donc, de mieux comprendre les phénomènes en jeu et ainsi de mieux pouvoir vivre avec cette médiumnité, voire même, selon leur libre arbitre, l'utiliser pour le bien et pour aider le prochain. Et donc, encore une fois, merci aux esprits qui étaient là pour nous assister aujourd'hui. Voilà, donc je vais couper l'enregistrement.